Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, on va parler de tests end-to-end, et notamment de tests end-to-end automatisés. Parce que, soyons honnêtes, le end-to-end, c'est souvent une fausse bonne idée. C'est souvent la meilleure intention du monde, mais un vrai cauchemar à gérer au quotidien en termes de maintenabilité et d'exécution dans un pipeline. Le scénario standard qui arrive souvent, c'est au début, on a 10 tests, puis 30, puis 120, puis 300, puis 500. Et là, ton pipeline, il dure 30, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. C'est hyper instable, il y a des tests flaky, on est obligé de relancer les tests plein de fois, on a 30% de KO et tout le monde pense que c'est le standard et que c'est normal et on donne un sign-off pour aller en prod dans cette situation. Donc, à chaque fois qu'on a un test qui casse, on se dit est-ce qu'on va le réparer, est-ce qu'on a le temps de réparer? Bon, bref, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement coûteux. Donc, dans cet épisode, on va essayer de voir une approche assez simple. C'est comment éviter cette explosion de tests end-to-end qui vont être lents et fragiles et comment on va essayer de garder le contrôle sur nos tests. Donc on respire, on y va, ça va bien se passer. Déjà, pourquoi ça explose? Souvent, il y a 3 causes qu'on voit très régulièrement. Premièrement, on s'est concentré sur le haut de la pyramide parce que c'était une béquille et qu'on voulait s'assurer que nos parcours fonctionnaient bien. Et c'est une bonne chose de dire, on va avoir des tests end-to-end, tester des parcours critiques. Mais le problème, c'est que dès qu'on commence à réussir à faire ça, on se dit, ah bah tiens, il y a eu un bug de logique, on le rajoute. Il y a eu une bug sur un règle métier, on rajoute un cas de test sur le end-to-end. Alors qu'on pourrait le faire avec un test d'API, globalement. Donc on teste tout à la fin, à l'endroit où c'est le plus fragile, donc au pire endroit. On va aussi trop tester, trop en détail. On va essayer de mettre beaucoup d'assertions, de vérifier, bah tiens, il y a, ça c'est important pour UX UI, on va vérifier des couleurs, des typos, on va vérifier beaucoup de variantes. Bref, tout ce qui va rendre le test extrêmement fragile de par sa conception. Donc ça, faut l'éviter parce que c'est vraiment la fausse bonne idée de se dire plus on met de contrôle, plus ça va être facile. Pour moi, l'automatisation sert à vérifier un comportement et pas des détails. Et ça, c'est super important. Donc le end-to-end, il va dépendre de tout. Il faut en avoir conscience. Donc si on n'a pas sécurisé la complexité de son environnement, par exemple avec des jeux de données qui vont être hyper robustes, avec un environnement qui va être adapté, avec un bon réseau, avec le fait que si on appelle régulièrement des services externes, bah, qui répondent rapidement, qui sont stables, qui sont pas souvent en time-out, et qu'on n'a pas trop géré un asynchrone assez complexe, là, on a tout ce qu'il faut pour se dire c'est un bon test end-to-end. Si c'est le cas, et on sait que ça va être plus compliqué, et se dire bah peut-être que au lieu d'automatiser, il faut peut-être mieux le faire à la main, il faut peut-être le faire à un niveau plus bas, et il faut pas avoir des suites qui vont être lentes, fragiles et dépendantes de facteurs extérieurs qui vont rendre votre test très flaky. Donc le test, lui, c'est un test end-to-end, ça doit être un test de confiance, c'est pas un test de détail, et ça c'est super important. Donc revenons justement sur cette zone de confiance. Donc, si on doit remettre les tests end-to-end à leur place, ils servent à valider quoi? Ils servent principalement à valider les parcours critiques, de voir s'ils fonctionnent vraiment bien en conditions proches du réel. Le but, c'est pas de tout vérifier avec ces tests end-to-end. On a une pyramide de tests qui est là pour ça, et il faut le prendre en compte. Donc, le but, c'est pas de tester
tous les cas possibles du test de l'UI, de vérifier que tous les champs sont bien vérifiés et, euh, et qu'on a bien une adresse mail qui est bien formatée à tel endroit. Ça, c'est sur le test plutôt fonctionnel, mais pas sur des tests end-to-end globaux qui vont devenir hyper fragiles. Donc, je prends un exemple, c'est si vous vérifiez la couleur d'un bouton de votre login, si la couleur change mais qu'on arrive toujours à cliquer dessus, bah, votre test end-to-end, il va être bloqué, il va être arrêté, alors que vous pouvez continuer à tester la logique métier. Donc, c'est dommage. Donc, ton but, c'est pas de tester la couleur, mais c'est de tester vraiment que tu arrives à faire ton intention métier, ton parcours principal. Je me log, je rajoute des éléments au panier, je suis capable de rajouter une carte de crédit, de choisir un moyen de livraison et de finaliser ma commande. Ça, c'est important. Donc, et pas avec tous les cas possibles et imaginables, mais les cas les plus critiques qui sont importants pour le business, pour le métier. Donc, faut voir le test end-to-end comme une alarme, de dire si ça marche pas, mon business il tourne pas. Donc ça, c'est super important. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment se dire, j'ai une règle d'or et mes tests end-to-end, c'est vraiment sur ce qui est critique et ce qui est important. Il faut essayer donc de diminuer la surface de vos tests end-to-end et de pas avoir quelque chose qui va être obèse en termes de gestion, de maintenabilité et de tout ce qui va en découler en termes de d'utilisation, de maintenabilité et de gestion. Je ne veux pas dire que vous n'allez pas avoir beaucoup de tests automatisés, mais peut-être qu'ils seront presque à un autre niveau. Soit vous êtes capable de tester des UI de façon indépendante sur des parcours, soit vous êtes capable de mettre des tests un API. Ça va vraiment dépendre de votre architecture logicielle. Et le but, c'est pas d'avoir 300 ou 500 tests. Je pense que en fonction de la criticité, les tests automatisés end-to-end, c'est entre 20, 30, 50 scénarios. C'est déjà beaucoup à gérer, à prendre en compte. Et ça, c'est important. Bien savoir que plus on a de tests end-to-end qui sont compliqués à créer, à gérer les jeux de données, ben plus on va créer une dette dans la maintenabilité. Ça va ralentir, ça va être de plus en plus flaky. Et donc, on va avoir plus de bruit que d'apport. Donc, un scénario end-to-end, voilà. Pour résumer, c'est une intention métier, c'est un parcours critique. Et c'est, voilà, je veux créer une commande, comment je vais le mettre en place? C'est pas, je veux vérifier la couleur du bouton, l'ordre des couleurs, le texte exact. Voilà. Ça, c'est un chemin vers l'enfer de la maintenabilité. Donc, petite checklist rapide pour pouvoir appliquer ça à chaque test. Premièrement, est-ce que ce flow est critique pour le business? Est-ce qu'il y a un vrai risque d'intégration de bout en bout? Donc, avec des vraies dépendances avec des systèmes tiers. Est-ce que ce qu'on me demande, je peux le tester avec un test plus bas? Un API, un composant, de manière automatisée, qui me permet de valider cette règle de gestion. Est-ce que les données sont stables, réutilisables, ainsi que l'environnement? Si tu réponds à non à une de ces questions, c'est que ton test, il doit pas faire partie du test end-to-end. Donc très souvent, ce test, il doit pas être là, il doit être à un autre niveau ou traité manuellement. Et ça, c'est pas grave. Le Graal n'est pas forcément de tout automatiser, mais de prendre l'automatisation là où il va apporter de la valeur avec un ROI efficace. Donc il y a un autre point qu'il faut voir, c'est que vos tests end-to-end aussi vont être lents. Donc, une fois qu'on a bien choisi ce qu'on va faire, c'est comment on fait pour qu'il soit rapide et efficace. Donc, je reviens sur déjà la partie shift left et ce qui peut être testé avant. Si vous testez des tests d'API ou des tests de composants avant, bah, ils seront testés, ils peuvent venir plus rapides, à un autre niveau et on va gagner en stabilité, en efficacité, en vitesse aussi. Un point aussi qu'on prend pas souvent en compte, c'est que si j'ai 30 tests, ben, je peux les lancer 3 fois 10 en parallèle. Donc ça, c'est important. On peut faire des lots et il faut le prendre en compte. La plupart des systèmes le permettent de le faire en intégration continue. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin de lancer, par exemple, mes 43 tests end-to-end à chaque fois sur chaque PR? La réponse est non. On peut juste prendre 10 mock tests sur chaque PR, assurer que c'est bon et de se dire, peut-être, à un moment, on a décidé de lancer la suite complète chaque nuit, chaque midi, chaque moment où on l'a décidé. Et ça permet d'avoir un feedback et un flux de livraison qui est équilibré, sans bloquer toute l'équipe avec des tests qui vont tourner longtemps pour pouvoir valider la paire. Donc bien sûr, ça va dépendre de la vitesse de vos tests.
Si vous êtes capable de faire des tests end-to-end qui sont avec un feedback en moins de 10 minutes, vous pouvez lancer toute votre suite. Si vous commencez à avoir des tests qui sont conséquents et qui tournent une demi-heure, 40, 50 minutes, il faut peut-être utiliser cette stratégie du smoke versus la suite complète en décalé de façon pragmatique. Il y a une autre chose aussi, forcément, je vais ouvrir des portes ouvertes, c'est les slips. Évitez de mettre des waits, des slips dans vos tests. C'est une bonne pratique d'automatisation, pas que pour les end-to-end, mais plutôt des waits forts qui sont plus efficaces. Et donc forcément aussi d'éviter dans votre conception des tests fragiles en sélectionnant les bons sélectors qui vont rendre votre test le plus efficace, le plus maintenable possible, avec des jeux de données qui sont réutilisables quasiment à l'infini. Donc, sans stratégie de jeu de données, l'automatisation, c'est compliqué. Il faut bien le prendre en compte et le mettre en place régulièrement et efficacement. Donc, pour résumer, les end-to-end, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et qui peut être très efficace lorsqu'ils sont peu nombreux, qu'ils testent un risque majeur, qu'ils sont stables et qu'ils ont des données et des sélecteurs qui sont robustes. Donc ça, c'est super important. Et surtout, les end-to-end ne doivent pas remplacer tous vos tests. Il faut avoir une stratégie qui est équilibrée, qui est mesurée et qui se dit quel type de test on fait à quel moment et avoir une stratégie autour de la pyramide en mode shift left. Donc le end-to-end, il n'est pas là pour avoir la preuve que tout fonctionne, pour se dire j'ai une alarme qui remonte lorsque mon flux il a été cassé par un impact transversal ou sur un composant qui a changé quelque chose qu'on n'avait pas anticipé lorsqu'on l'a mis en place. Donc le but, c'est pas d'avoir 500 tests qui testent tout, mais des tests efficaces qui vérifient le métier et des parcours transverses. Donc ne pas oublier de se poser les questions, est-ce que je ouvre un risque majeur, une fonctionnalité majeure, et est-ce que c'est plus simple de le faire en end-to-end ou en composant? Donc moi, je vous encourage à regarder vos cas de test et de vous poser ces questions-là. Et peut-être que vous allez avoir 30% de vos tests que vous allez supprimer, modifier ou descendre plus bas pour pouvoir le regarder et le mettre en place. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me contacter sur les questions sur l'automatisation, sur les tests end-to-end. Et je vous dis à très bientôt dans la guide pour parler de qualité logicielle et de quality engineering. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.